Merci d'être là. Nous avons un horaire très intéressant avec des personnes très motivées, sensibilisées, tout comme moi. Pour ceux qui ne savent pas, comme Yvan Gendron, j'ai œuvré à plusieurs reprises auprès du service préhospitalier d'urgence. Puis d'emblée de jeu, je voudrais vous reconnaître tout le travail qui est fait par les paramédics, les médecins, les répartiteurs, les employés de service, de mise en service, d'entretien, mécaniciens. Donc, je pense que vous méritez une belle main d'applaudissements dès le départ. On ne le fait pas assez, c'est tellement important. Donc, brièvement, avant de présenter mes panélistes pour ce sujet-là, il y a eu beaucoup d'évolutions à travers le temps. Moi, j'étais entre autres en 1998 responsable de 13 compagnies ambulancières à partir de l'agence. J'ai participé à la création d'Alerte Santé. Puis à différents moments de ma carrière, j'ai eu bien sûr à transiter là, de près ou de loin, soit comme sous-ministre et dernièrement pendant une année comme PDG d'urgence santé par intérim, pour différentes raisons, et entre autres mettre en place la politique du préhospitalier d'urgence, qui est fort importante, qui trace la voie à différentes avenues, différentes alternatives et aux modalités qui vont émerger. Donc, au fur et à mesure avec le temps, vous avez participé à l'évolution des services de santé, de services préhospitaliers d'urgence, ainsi que toutes les composantes qui sont reliées de près ou de loin et qui évoluent dans le temps actuellement, la régulation, paramédecine communautaire, toute la question du GAP, du guichet d'accès première ligne, dans lequel on pense qu'il faut absolument que chaque professionnel puisse aller de l'avant par rapport à ça. Et je terminerai sur un élément, à savoir, ceux qui ne savent pas, j'ai été mandaté par l'Office des professions du Québec, donc Conseil du Trésor, Office des professions, pour faire la consultation qui devrait démarrer dans les prochaines semaines, prochains mois, on verra, là, sur la création de l'Ordre des paramédics du Québec. Donc, ça s'en vient. Après tout ce temps-là, je pense que c'est bien mérité. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole, je vais présenter les panélistes. Donc, je commencerai par Alexandre Messier, qui est le directeur médical national, tout fraîchement élu, nommé et désigné dans les dernières semaines. Donc, merci Alexandre d'avoir accepté de participer à ce panel. Ensuite, Jérémy Ménard, directeur général adjoint opération de CETAM. Merci Jérémy. Sylvain Bernier, donc, se joint. Ambulance de MERS, plusieurs le connaissent, donc en charge des opérations, ressources humaines. Merci Sylvain. Ainsi que Mathieu Grenier, qui nous vient de l'Ontario. Il parle français, inquiétez-vous pas. Donc, directeur adjoint, service préhospitalier d'urgence du comté de Renfrew. Donc, merci, messieurs, de participer à ce panel-là. Donc, à chaque tour, la façon de fonctionner, chacun va présenter un peu son modèle, les éléments, ce qui motive, en tout cas un peu leur contexte, là, et certaines expériences de vie, bien sûr, qui nous permettent de réfléchir ensemble. Par la suite, il va y avoir un petit échange là, à ce niveau-là et vous donner, bien sûr, le droit de parole dans lequel je vais vous inviter à soit poser des questions, soit partager des tranches de vie, partager des expériences. Donc, sans plus tarder, Alexandre. Merci, Yvan. On m'avait dit de rester assis. C'est ça, les médecins d'urgence, hein? Ça écoute pas tout le temps. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis tout nouveau dans ce poste-là, directeur médical national. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver. Je vais prendre donc quelques minutes pour me présenter. Là. On ne prendra pas 5 minutes sur mon cas, là, mais dans le fond, sachez que je suis un vrai docteur. Là. Je vois des patients à toutes les semaines. Par contre, depuis une dizaine d'années, je l'avoue, là, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à accepter l'état de situation dans nos salles d'urgence. Fait que, tant qu'à rester un chialeux chronique, j'ai décidé d'essayer de régler les problèmes, puis ça m'est arrivé de réussir un peu. Fait qu'à travers des postes de coordination, avec des super équipes, monter des projets d'accès, de désengorgement, fait mon petit bout de chemin. Premier passage au ministère. À travers toutes ces années-là, j'ai connu beaucoup, évidemment, ce qui est intra-hospitalier, tout ce qui est première ligne. J'ai fait un petit tour vers le système français. J'étais allé leur voler des bonnes idées. Puis ils m'ont approché là, il y a un an à peu près pour être directeur médical national. Je ne savais même pas c'était quoi. Mais que je fais pardon. Puis ils m'ont expliqué qu'on s'en allait dans une grande transformation. Puis que ça prenait quelqu'un là, qui connaissait quand même bien le réseau, ça j'avoue, puis qui allait être capable de
amener les soins préhospitaliers là, à bien s'ancrer sur tout ça. Fait que je fais comme, OK, on va peut-être considérer ça, mais c'est quoi un DMN? Fait que, un DMN, dans le fond, moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer que les soins aux patients soient le mieux au Québec. En gros, c'est ça. Fait que formation, maintien de la compétence, assurance qualité, promotion de la recherche, puis après ça, bien évidemment, un peu de gratte-papier là, entre les différents ministères, etc., etc. Fait que, et voilà. Qu'est-ce qui s'en vient en préhospitalier? Quand on a commencé à me parler de tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super excitant. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai sauté là-dedans, puis que j'ai découvert un milieu là, rempli de passionnés. Ce qui s'en vient, c'est grâce à des gens qui sont ici, qui vont parler après moi, des gens qui ont innové, puis qui ont forcé la réflexion à certains niveaux. Fait que là, on est rendu de dire, hey, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, là, en bonne partie, là, il faut le répliquer. Fait que comment qu'on va faire ça? Fait que, dans le fond, on n'est pas parti de rien. Moi, je suis un gars très pragmatique. Fait qu'on est parti d'idées des gens qui sont ici, de d'autres aussi, mais de 10 rapports. C'est pas une blague. 10 rapports des 30 dernières années, quand même. Puis qui a accouché là, avec le Comité national de transformation du système préhospitalier d'urgence, un travail de 2 dernières années, qui a mené à la politique gouvernementale. Je pourrais vous présenter la politique gouvernementale, ça serait pas mal plate. Fait qu'on va parler à la place du cadre clinique, qui est beaucoup plus concret. Okay? Le cadre clinique, c'est qu'est-ce qui s'en vient concrètement, qu'est-ce qui va arriver. Donc, 4 grandes priorités. Hein? On veut améliorer la réponse rapide. On veut faire de la paramédecine. Là, c'est mélangeant parce qu'il y en a 2 types. Là, tout le monde se mélange, mais de la régulation puis de la communautaire. Puis après ça, bien, amener un soutien médical à distance. Hein? Utiliser la technologie qu'on est capable d'avoir de nos jours pour pas toujours amener des patients à l'hôpital. Améliorer la réponse rapide, ça veut dire quoi? On se concentre sur les citoyens, on se concentre sur les DEA, les machines qui zappent les patients. Okay? Ça sauve des vies. Pourquoi on fait ça? Bien, peut-être comme médecin d'urgence, on pense qu'on sauve des vies souvent. C'est pas vrai. Ça arrive, mais c'est pas vrai. Ceux qui peuvent en sauver le plus, là, c'est ceux qui arrivent vite après que quelque chose est arrivé. Puis ça, bien, c'est toute la population. Ils peuvent doubler les chances de survie. C'est impressionnant. Puis quand on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, ce que j'aime bien faire, parce que je pense qu'on a des bonnes idées ici, mais il y en a d'autres ailleurs aussi, on se rend compte qu'en Norvège, par exemple, 90% de la population est formée. On est un peu loin de ça. Fait que ça, moi, j'aimerais qu'on travaille là-dessus, puis qu'on développe, qu'on intéresse nos jeunes, entre autres, à tout ça. On a commencé avec la Fondation Jacques de Champlain, vous avez peut-être entendu parler, mais on commence à avoir des DA un petit peu partout au Québec, de plus en plus accessibles avec des applications qui nous disent « Oh, est où la prochaine? Est où la plus proche? Let's go, on va le chercher parce que là, il y a quelqu'un qui en a besoin là. » Donc ça, c'est une des premières priorités, puis c'est super important pour moi. La deuxième, la paramédecine de régulation. En résumé, là, la régulation, c'est d'arrêter de se dire qu'un appel au répartiteur égale un transport à l'hôpital. Okay? Parce que c'était à peu près ça pendant pas mal longtemps. Donc, triage secondaire, coévaluation. Un appel se fait, le répartiteur détermine que c'est un niveau de priorité assez bas, passe la POC, comme on dit en bon québécois, à une infirmière qui parle avec le patient puis il décide si c'est une ambulance ou si c'est plutôt pas juste des médecins de famille. Hein? Vous êtes dans la salle, là. Pas juste tout le temps envoyer un médecin de famille, mais aussi utiliser tout ce qu'il y a autour. Travailleurs sociaux, pharmaciens, etc., etc., pour le besoin pour lequel ce patient-là a appelé une ambulance. Sinon, bien, des fois, il peut arriver qu'une ambulance se rend. Puis là, le paramédic sur place se dit, avec son expérience, son jugement, dit, je ne peux pas croire que je vais amener cette personne-là à l'hôpital, attendre 8 heures dans la salle d'attente pour voir le docteur Messier, ça n'a pas de sens. Bien là, il peut appeler, faire de la coévaluation, appelle l'infirmière, la même que tantôt, jase ensemble, vérifie les critères cliniques, pertinence, puis décide un peu la même chose, de faire une alternative à amener un patient à l'hôpital, ou peut-être d'une manière différente, ou etc. Donc ça, c'est la régulation. Je ne pèse pas sur le bon piton. Communautaire, c'est quoi? La paramédecine communautaire, c'est quelque chose qui s'approche plus des soins à domicile. C'est dans le fond, c'est de se dire, hey, on a des bras, on a des têtes qui sont dans le réseau partout. Il y a des places qui sont occupées là, toute la journée. Là. Oubliez ça, ils n'ont pas le temps de rien faire d'autre que répondre à des appels, mais il y a d'autres endroits où, entre les appels, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? T'sais? Donc,
La paramédecine communautaire, c'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus. C'est inspiré de plusieurs choses qui se passent un peu à travers le monde. Il faut faire attention quand on compare les études, vous le savez, la validité externe n'est pas toujours là, mais il y a quand même beaucoup de choses dans lesquelles on peut s'inspirer. Actuellement, il y a des enjeux légaux. On y travaille énormément. Théoriquement, on n'a pas la permission encore de faire de la vraie paramédecine communautaire au Québec, mais tous les feux sont ouverts pour que ça arrive et que ça arrive vite. Les travaux sont commencés avec les ordres, sont commencés au niveau du gouvernement, puis on peut faire passer là, sous l'article 434 là, avec le ministre de la Santé pour faire des projets pilotes. Puis l'appel au projet pilote va arriver là, dans les jours, les semaines qui s'en viennent. Donc, j'ai parlé des ordres. Donc, des exemples de ce que ça peut être. Comme médecin d'urgence, moi, ça pourrait m'aider de savoir là, qu'il y a un paramédic qui va y aller demain. Là. Peut-être me dire, je vais peut-être lui donner congé plus rapidement si je sais qu'il y a des yeux qui s'en vont chez eux, puis voir comment que ça s'est passé là, le 24 heures après que moi j'avais décidé qu'il pouvait s'en aller. Là. Des fois, on n'est pas sûr. Fait que ça, c'est des exemples. Okay? Dernier point, soutien médical à distance. Encore là, on veut travailler en collaboration, puis on se dit, OK, il y a un appel qui arrive. Puis si le paramédic a besoin d'aide, est-ce qu'il pourrait appeler un peu tout le temps les mêmes personnes qui s'habituent à travailler avec ces gens-là puis qui ont les outils pour bien les aider? Donc, c'est 2 hôpitaux de base au Québec, l'hôpital de Lévis puis l'hôpital Sacré-Cœur. Ça tombe bien, c'est là que je travaille. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, c'est le même. Puis, c'est ça. Vous voyez un peu à quoi il pourrait aider. Aider au constat de décès à distance, aider pour des cas plus complexes, aider à savoir qui amener où. Hein. La médecine, maintenant, est de plus en plus fragmentée. Un infarctus du myocarde, un trauma, les chances de survie sont plus élevées si le patient est amené à la bonne place au bon moment dans certaines situations. Fait que ça on peut aider l'équipe qui est au chevet du patient ou qui est en transport à faire ça mieux. Donc, ça, c'est les hôpitaux de base. Fait que, personnellement, moi, je ne suis pas capable de travailler si je n'ai pas de vision. Fait que j'ai beaucoup aimé ce qu'on m'a présenté, puis j'ai essayé de vous présenter, en gros, la vision là, qui s'en vient, qui est ça, okay, de ce que je viens de vous parler. Évidemment, 7-8 minutes, je ne sais pas combien je suis rendu. Tu es rendu là. Je suis rendu là, excellent. Je n'ai pas eu le temps de parler d'autres choses, mais je commence une tournée provinciale. Aujourd'hui, c'était ma première sortie publique en tant que nouveau DMN. Merci. Alexandre, tu vas pouvoir y revenir tantôt. On va te laisser une minute. Donc, Jérémy. Bonjour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler d'un succès qui se vit en ce moment en Montérégie. Je salue d'ailleurs la présence d'un partenaire important dans la salle. J'ai vu le CIS de la Montérégie Centre qui est présent pour assister au panel. Donc, à la CETAM, on a démarré en 2020 avec Montérégie Centre un projet lié à la paramédecine de régulation dont faisait mention Dr Messier. En fait, on se posait les mêmes questions. Est-ce qu'il y aurait moyen en préhospitalier d'orienter le bon patient au bon endroit, au bon moment? C'est ce qui a généré le questionnement, puis le développement du projet. Donc, on vous a parlé du rôle de l'infirmière au centre de communication santé. Nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on va déployer un paramédic de régulation. On en a d'ailleurs un ici avec nous. Bonjour. Donc, un paramédic de régulation qui va se rendre au chevet du patient et qui va débuter une appréciation de la condition clinique. Donc, un pré-triage, entre guillemets. Et de là peut découler, en fait, une intervention rapide d'un paramédic, puisque finalement, on a mal exprimé le besoin au téléphone, etc. Donc, il peut y avoir une surpriorisation, l'affectation d'un véhicule ambulancier, puis une intervention préhospitalière régulière, comme on la connaît, ou on peut opter vers une coévaluation avec une infirmière qui travaille dans l'équipe des soins à domicile du CIS de la Montérégie Centre. Donc, le SAD, l'acronyme SAD, et avec cette coévaluation-là, il y a une panoplie de possibilités qu'on peut offrir au patient pour lui éviter d'aller justement attendre plusieurs heures à l'urgence si sa condition ne le nécessite pas. Alors, on parle d'une prise en charge 360, c'est un terme très personnel que je vous partage aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir au patient concrètement? Bien, on peut lui offrir un lien, de le mettre en contact avec son médecin de famille. C'est parfois difficile, hein? On a un médecin de famille, mais il faut le rejoindre. Ça, c'est le défi. Donc, de le mettre en contact avec lui ou avec un autre professionnel de la santé. Encore, une prise en charge directement dans le milieu de vie avec le soutien à domicile qui va intervenir sur place. La clinique médicale, donc un GMF, on peut trouver, on a en fait des plages de rendez-vous possibles
Donc, on va offrir un rendez-vous au patient le jour même ou le jour suivant. Et évidemment, bien, si la situation le nécessite, on peut aussi orienter le patient vers la salle d'urgence. Naturellement, le consentement du patient est au centre de toutes nos actions. Donc, si le patient préfère se rendre à l'urgence, c'est un service qu'on va lui offrir assurément. Donc, ce qui est intéressant également, c'est qu'associé à cette visite du paramédic de régulation, dans les 24 heures suivant cette intervention-là, il y aura aussi une visite d'une infirmière du soutien à domicile. Et là, bien, c'est là que la prise en charge puis le continuum de soins s'installe. Puis ce qu'on souhaite avec ça, c'est éviter que ce patient-là ait besoin de rappeler pour la même condition, qu'on règle finalement sa situation puis qu'on puisse l'aider sur une plus longue période. Donc, quelques chiffres rapidement. 2536 interventions l'année dernière en 22-23. Là-dessus, bien, il y a 80% des patients qu'on a co-évalués avec l'infirmière ASAD. Et de ce nombre-là, 65% on a pu leur offrir de rester à la maison puis d'éviter la salle d'urgence. C'est majeur. Surtout, je ne sais pas si vous avez entendu parler des urgences qui débordent, là. Ça fait le tour parfois dans l'actualité. Non, c'est pas connu. On en jasera. Et l'autre chiffre que je tenais à vous partager, bien, c'est que la satisfaction de la clientèle est mesurée dans ce projet-là. Et on parle de 96% de nos usagers qui se disent satisfaits ou très satisfaits du service qu'on leur a offert en régulation. Alors, c'est un succès, c'est une histoire de succès, on en est très fiers. Je suis très fier de vous la partager ce matin. Merci. Merci. Puis, particulièrement, là, je suis très fier d'avoir un paramédic de régulation avec nous aussi dans la salle ce matin. Charles Martin, pas difficile à manquer, là, habillé en uniforme, donc voilà. C'est ça. Dernier point, il me reste. Je n'ai pas regardé le chrono. C'est beau, c'est beau. Vas-y, je te surveille. Je suis resté assis. Mais c'est bon. En contrepartie, je te laisse. On est en contrôle. Excellent. Donc, le dernier point que je tenais à vous partager, c'est que la pandémie, puis hier, j'entendais Dr Berger-Pelletier dans un panel nommer que la pandémie, on ne la souhaitait pas personne, je pense, mais il y a eu des belles opportunités qui ont découlé de cette pandémie-là. Et une des opportunités que je vous présente ce matin, bien, c'est que grâce à certains arrêtés ministériels ou décrets qui ont été possibles grâce à la pandémie, si on veut, on a pu mettre à profit, mettre à contribution les compétences des paramédics à d'autres escients que le transport. Tu sais, souvent, on associe le paramédic au transport dans la boîte jaune. Il est capable de beaucoup plus. Puis on en a des beaux exemples ici. La loi est très, très contraignante à ce niveau-là, mais grâce aux arrêtés ministériels, aux décrets qu'on a eus, on a pu participer aux enquêtes épidémiologiques en santé publique. Ça, c'était moins visé par un arrêté, mais on a pu participer à l'effort. À la vaccination. J'ai des paramédics qui ont pu se déployer en clinique de vaccination pour contribuer au dépistage aussi de la COVID et même en salle d'urgence ou en CHSLD où nos paramédics pouvaient prendre des signes vitaux et procéder à une certaine surveillance clinique, le tout bien encadré évidemment par une règle de soins. Mais tout ça était possible grâce aux arrêtés. Au moment où je vous parle, ces arrêtés ministériels sont tombés. Donc la loi, si je vous la résume, un paramédic, en dehors de son ambulance, il n'a pas le droit de faire grand-chose. Il n'a pas le droit de faire de la vaccination, du dépistage ou des signes vitaux ailleurs que dans son intervention préhospitalière. Fait qu'une autre belle histoire de succès où les gens ont pu contribuer. Nous, à la CETAM, on avait du personnel disponible pendant que le réseau était en difficulté. Donc, on a pu contribuer grâce à ça. Puis, mon collègue ici aussi va pouvoir vous en glisser un mot, mais voilà. Donc, c'était mon deuxième sujet ce matin. Merci de votre attention. Bien, je profite de l'occasion pour dire que dans l'ensemble des secteurs, là, des entreprises ambulancières, tout le monde a participé de façon très intensive au niveau dans des services à la population, pandémie, en support aux différentes équipes interdisciplinaires, avec une intensité qui était variable, bien sûr, en fonction des différentes régions. Là. Donc, merci de participer. Là. Vaccination, c'est un élément. Moi, ce que je dis, entre autres, quand j'ai fait la période d'une année à Urgence Santé comme PDG, je leur disais, c'est un bon temps pour démontrer votre expertise, d'aller chercher la reconnaissance. Vous êtes même maintenant dans une bande dessinée là, de Jean-Bernard Trudeau et de Mario, dont malheureusement j'ai oublié le nom, là, fait qu'il est en vente d'ailleurs pas loin, là, mais vous êtes représenté là-dedans, donc c'est important par toutes ces activités-là. Donc, maintenant, Sylvain? Merci. Bon, je suis directeur d'ambulance de Metz, je suis paramédic de profession, passionné de préhospitalier, d'innovation.
Et je pense que, bon, la pandémie, Jérémy en a parlé, là, ça nous a permis justement de connaître des professionnels qu'on connaissait antérieurement, un peu plus en silo, dans lesquels on s'est dit, bien, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent contribuer, est-ce qu'ils peuvent faire leur part encore? La pandémie, naturellement, nous a permis de faire ça. Moi, je retiens une chose, on entend souvent, hein, c'est quoi le partenariat public-privé? L'innovation, bien, c'est ça. On s'est fait interpeller par les collègues, nos partenaires du CIS Montérégie-Centre, que je souligne également. Naturellement, c'est les partenaires avec qui on travaille, qui un matin, par les difficultés que vous connaissez tous dans vos salles d'urgence ou ailleurs, nous ont interpellés, nous, Jérémy, l'équipe de la CETAM, en nous disant on a des problèmes, on veut savoir, êtes-vous capable de nous aider? Avez-vous des idées? Et moi, je me rappellerai toujours, c'est un vendredi, Lynn Marquis, qui est la directrice générale, nous appelle et elle dit Sylvain, je te laisse 3 jours, je fais un think tank lundi matin, 7 heures, avant qu'on commence à travailler. Puis je veux avoir tes idées. Je veux avoir tes idées, il faut désengorger les urgences, trouve-moi des choses. Donc, naturellement, on s'était joint à l'équipe qui faisait déjà le projet de paramédecine de régulation. On a voulu donner un petit coup de main encore plus loin. Donc, on fait de la paramédecine de régulation. Dans ce cas-ci, on parle aussi de la paramédecine communautaire. En fait, ce qu'on se disait, c'est pour être capable justement de désengorger un peu, est-ce qu'on pourrait évaluer la possibilité que des patients puissent obtenir des congés précoces à l'urgence, c'est-à-dire les patients que vous avez comme médecin à l'urgence, à l'UHB, sur les étages, pour lequel vous dites, je pourrais lui donner son congé, mais je le garderai encore 24 heures en observe, là, parce qu'il y a des petits éléments que je voudrais vérifier. En fait, nous, c'est là où on s'inscrit. On s'est dit, écoutez, est-ce qu'il y a possibilité que les médecins puissent donner des congés précoces, mais dans la perspective où un paramédic communautaire va pouvoir aller visiter cet usager-là dans les prochaines 24 heures, dans les prochaines 12 heures, en fonction des conseils qui sont donnés par le médecin, pour être en mesure d'aller valider les aspects de son environnement. Est-ce qu'il a été chercher ses médicaments, par exemple? Est-ce qu'il s'est bien rendu à la maison? Est-ce qu'il y a d'autres vérifications qui doivent être faites? Le tout fait en co-évaluation, encore une fois, avec une infirmière du SAP. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu ce qu'on a entendu parler énormément dans les 2 derniers jours, hein, c'est l'interdisciplinarité, on voyait moins ça. Mais là, c'est justement où on peut mettre une série d'intervenants à profit pour être capable de bien résoudre, s'assurer que cet usager-là reçoive ses services à la maison, le tout naturellement pour éviter une visite à l'urgence. Donc, on met en corrélation avec l'infirmière du SAD, c'est soit son médecin traitant, le pharmacien, l'ergothérapeute, le physiothérapeute. Donc, une série de partenaires qui peuvent justement s'assurer de bien servir notre usager. Et ultimement, une réadmission aux urgences, mais naturellement, on ne souhaite pas ça. L'autre élément sur lequel je veux vous entretenir, c'est une nouveauté. Quand je parlais d'innovation, c'est ça, penser à l'extérieur de la boîte. C'est de se dire, toujours dans notre même philosophie de pensée du lundi matin, comment on peut éviter à des gens de se présenter aux urgences. Et là, on s'est dit, il y a un problème d'accès, naturellement. C'est toujours, vous le savez tous, ça, je ne vous apprends rien. Comment on peut rejoindre les gens dans leur communauté à proximité de leurs besoins. Donc, on a réfléchi à une clinique mobile de proximité. Une clinique mobile qui, là, vous le voyez, là, ça ne traduit peut-être pas son ampleur, là, mais c'est assez gros. Hein, okay? Donc, c'est un motorisé, ni plus ni moins, là, avec 2 salles d'examen à l'intérieur, une salle d'attente qui est opérée par un paramédic, une infirmière praticienne, qui opèrent ensemble en co-évaluation pour justement voir les usagers. Donc, on a parti ce projet-là qui est déployé en Montérégie, dans le secteur là, du Haut-Richelieu-Rouville, et pour lequel on se rapproche du citoyen à des fréquences là, qui sont connues. Et on a commencé ça en 2022. Naturellement, on a commencé en 2022 avec un échantillon assez serré. On voulait s'assurer de viser une clientèle très précise. On visait les usagers de 65 ans et plus, pas de médecin de famille, qui avaient des problématiques d'accès pour être en mesure de pouvoir bien cibler les besoins qui étaient identifiés. Donc, on a identifié aussi des sujets particuliers. Donc, on faisait l'hypertension, par exemple, le diabète, troubles respiratoires. Donc, des petits points comme ça qu'on était en mesure de pouvoir soit régler en clinique ou soit être capable de référer l'usager dans son environnement. Quelques petites statistiques rapides de cette année-là. Donc, vous voyez,
un petit aparté, c'est que nous, on a été interpellés, notre fameux think tank, là, au mois d'octobre. La clinique a commencé, on était prêt à opérer à fin mars, début avril. Des fois, quand je vous parle d'innovation, la capacité des fois du privé d'être capable de pouvoir, en collaboration avec le public, dire on est capable de mettre des choses en branle rapidement, ça presse. Je vous fais grâce, là, mais acheter une clinique mobile là, roulante aux États-Unis en pleine période de pandémie, pour être capable de mettre ça en œuvre dans les 6 prochains mois, c'est un travail colossal. De notre côté, au niveau de l'opérationnalisation, mais du côté des équipes du CIS également, de pouvoir mettre toutes les trajectoires, amener toutes les équipes. Donc, des petites statistiques rapides. Là. Une grande partie des consultations, rappelez-vous en tête 2022, 26 les douleurs musculo-squelettiques, entre autres, perte d'autonomie, perte de mémoire, notamment constipation, diarrhée, ces éléments-là. Mais les points qui sont sur à tenir, ce que Jérémy parlait tantôt, 89 des usagers se sont dit satisfaits du service qu'ils ont reçu. Il y a une portion des usagers qui s'attendaient à plus. C'est toujours un peu ça. Hein, quand on se présente en clinique, on se dit, bon, je m'attendais peut-être un peu à plus, mais il y a quand même 90 des usagers. Et 84,8 des usagers qui ont visité la clinique ont visité la clinique qu'une fois. On n'a pas eu besoin de d'autres interventions, d'autres références. Donc, 12 ont été référés en clinique médicale. Donc, quand on parle d'accès de proximité pour les usagers, bien, c'est probable. Donc, fort de ces statistiques-là, on s'est dit, avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on peut essayer de mieux arrimer encore notre clinique? Donc, on est en 2023 cette année. On intègre la clinique au guichet d'accès public. C'est une forme de gap décentralisé. Donc, s'assurer de prendre les usagers dans leur environnement, être capable soit d'être en mesure d'assurer leurs problèmes de santé ou les rediriger à l'endroit qui est requis, éviter naturellement des visites à l'urgence avec la co-évaluation, le travail de partenariat entre un paramédic qui, lui, opérationnalise la clinique, là, ça prend quelqu'un pour l'amener, l'ouvrir, etc., mais qui travaille aussi cliniquement avec l'infirmière praticienne ou l'infirmier praticien à être en mesure là, d'appuyer ou de collaborer. Naturellement, ça vise une clientèle maintenant, alors que je vous disais qu'on était dans le 65 ans et plus, maintenant c'est 0. On dit 0-100 ans, moi j'ai dit 0-120. On est rendu en 2023, puis on a tellement de patients en haut de 100 ans. Je dis, c'est pas vrai qu'on va se limiter à 0-100 ans. Les 105 ans sont aussi visés, puis peuvent se prévaloir de la clinique. Autre volet, autre projet, puis je termine là-dessus, Yvan, je sais que je dois me dépêcher. On a également fait, quand je parle de paramédecine, pense à l'extérieur de la boîte, voir avec d'autres choses, avec les collègues de la CETAM notamment. On a commencé des tournées de prévention. Donc, on fait des tournées de prévention auprès des résidences de personnes âgées où nos paramédics communautaires vont informer, notamment le personnel des résidences de personnes âgées, les équipes dirigeantes, pour être en mesure de bien diriger les usagers. Souvent, vous le savez, on a beaucoup de consultations là, qui proviennent des résidences notamment. Donc, c'est d'informer les résidents, les gestionnaires, qu'est-ce que ça fait un paramédic communautaire, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis en quoi on est capable de pouvoir aider ces usagers-là pour éviter, encore une fois, d'utiliser le plateau technique de l'urgence pour les différents problèmes de santé. Donc, on les instruit sur les chutes, notamment, et d'autres. Moi, je finirais mon petite introduction. Là, il y a 50 résidences privées qui ont été visitées, donc c'est quand même beaucoup, près de 4000 usagers, de 4000 lits dans notre région. Il y a un mot que je voulais que vous reteniez, c'est la collaboration. Et on ne peut pas faire des projets innovants si on ne s'inscrit pas comme des partenaires qui est à l'écoute de nos partenaires puis de leurs problèmes. Puis quand on prend un problème qu'on met dans le centre de la table, puis on dit aux intervenants, comment vous êtes capable de régler ce problème-là? Pas de le garder chez nous en se disant comment on peut, nous, à l'intérieur, mais en se mettant tout le monde alentour de la table, bien, ça donne des initiatives comme celle-là qui, à mon avis, sont prometteurs pour le futur. Qui seront instruire Alexandre, là, qui s'est instruit de projet. Donc, on est un peu comme ça. Puis, j'espère que ça va faire des petits. Donc, merci Sylvain. J'ai retenu plusieurs choses, dont le fait que tu réfléchis le lundi matin. Donc, si vous avez des choses à faire, c'est le lundi matin, il faut lui parler. Ça se passe le lundi matin. Exact. En fait, je prends ma fin de semaine pour arriver le lundi matin. Non, c'est bon. Je t'agace. Donc, merci. Donc, Mathieu, avec cette belle expérience de l'Ontario, donc, je t'invite. Parfait. Merci beaucoup de vous donner l'occasion de partager l'expérience de l'Ontario. Puis, ils m'ont demandé de focusser un petit peu sur les paramédics de soins avancés, puis la médecine communautaire qui
qui est développé, qui est devenu à sa maturité en Ontario. Fait que j'ai commencé avec la paramédecine de soins avancés. J'ai mis sur la présentation un petit peu les compétences cliniques des paramédics avancés. Il en manque. Il administre 14 médicaments supplémentaires. Le paramédic de soins avancés en Ontario, c'est une norme. Tu gradues, dans 2-3 ans, tu es un petit peu tanné de faire la même chose. Tu retournes à l'école, puis tu peux avoir ton soin avancé. L'impact sur la communauté, c'est que les soins avancés ils sont faits beaucoup plus rapidement dans la trajectoire de la médecine. Mais je pense que ce qui est plus important dans mon esprit, c'est la capacité du paramédic de pouvoir progresser dans sa profession. Puis aussi, en soi, avoir une meilleure satisfaction de travail. Tu arrives, tu peux accomplir un petit peu plus pour ton patient, tu peux accomplir un petit peu plus. Puis dans le travail en Ontario, puis moi, je peux juste avoir mon expérience en Renfrew, on a environ 50% de nos postes temps plein qui sont comblés par des paramédics avancés. Donc, tu as un paramédic primaire, paramédic avancé, ils font une équipe, puis c'est génial en termes de cohésion, là, en termes de soins puis évaluation. Nous, à Renfrew, j'ai un élément de qualité que j'espère avoir pour tous les appels d'urgence, environ 75% du temps qui est répondu par un soin avancé. En ce moment, vous voyez, là, on est à 51%, je trouve que c'est quand même bien, mais notre but, là, c'est de progresser encore plus. Puis en termes de progression, l'autre élément que je vais vous parler, c'est la médecine communautaire. Vous voyez, à travers le monde, c'est pas nouveau. Au Canada, c'est arrivé en 2001. Au Québec, on a essayé de faire intégrer ça, changer les lois pour pouvoir arriver. En Ontario, nous, on a commencé à Renfrew en 2005. On a maturé, on a publié beaucoup d'études. Puis en publiant ces études-là, en démontrant l'impact sur la communauté, l'impact sur le système de santé, le gouvernement de l'Ontario, dans les 5 dernières années, a investi 426 millions de dollars dans la paramédecine communautaire. C'est énorme en termes d'investissement. Fait que je vais juste vous montrer un petit peu, j'ai mis les éléments qui font, je ne vous le lirai pas, mais je vais juste vous faire une petite situation. Les images, c'est un patient qui appelait le 911 de façon régulière. Donc, ce patient-là était référé à notre programme. Le paramédic communautaire est arrivé là, il dit « Wow! On va faire quelque chose ici. » Donc, il a fait une évaluation complète du patient, évaluer les risques de chute, évaluer si les médicaments étaient en ordre, évaluer s'il y avait de la nourriture dans la maison qui était adéquate pour s'assurer que le patient il reste à la maison de façon sécuritaire. Fait que juste cette évaluation-là, après on a mis nos partenaires, engagé nos partenaires, à dire, regarde, la nourriture n'est pas géniale, peut-être on aurait besoin, on appelle ça meal on wheel. On va délivrer la nourriture de façon hebdomadaire pour s'assurer que ce patient-là, il monte la pente pour qu'elle soit en sécurité. Puis en établissant tous ces systèmes en place, mais la personne, elle a arrêté d'appeler 911, elle a arrêté les visites à l'hôpital, pas besoin de réadmission. Puis en plus, on a mis un petit système de surveillance remote monitoring, qu'on appelle en anglais, qu'on peut évaluer ses signes vitaux de façon hebdomadaire. Puis, de cette façon-là, on peut s'assurer aussi que cette patient-là est en sécurité à la maison. J'utilise cette présentation-là juste pour vous expliquer un petit peu l'évolution de la paramédecine en Ontario. Fait, on a commencé, on était dans la chute. On intervient, une crise cardiaque, une ACV, un problème de diabète. On est un petit peu trop tard dans l'intervention, mais on arrive là, on transporte, puis on va à l'hôpital. Fait que je pense que c'est là environ qu'on est rendu au Québec. On est dans la chute, puis tu vois, mes collègues ils ont commencé à regarder un petit peu en amont, en termes de prévention, en termes de faire l'éducation, en termes de faire des consultations interdisciplinaires pour s'assurer que le patient est en sécurité à la maison. Donc ça, c'est le premier élément, puis c'est là que le gouvernement d'Ontario a investi. Dans les soins de longue durée, vous savez, il n'y a aucune place en ce moment.
La liste d'attente est énorme. Qu'est-ce qu'on fait? Mais si on ne fait rien, les personnes-là vont dépérir, puis après ça, ils vont combler les places qu'il y a dans les hôpitaux. Donc, il faut intervenir à l'amont pour s'assurer que ces patients-là restent à la maison de façon sécuritaire avec les services adéquats qui sont là en place. Puis en conséquence, ça va réduire le nombre de 911, le nombre d'admissions à l'hôpital et le nombre de réadmissions. Puis ensuite, puis Dr. Mercier a parlé, lui, il veut envoyer un patient à la maison plus tôt parce que sa salle d'urgence est pleine. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer que quand le médecin envoie le patient à la maison, qu'ils ont tous les éléments pour rester là de façon sécuritaire. Parce que l'affaire que tu ne peux pas, c'est envoyer un patient à la maison, puis il revient dans une semaine à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas d'oxygène en place ou il n'y avait pas de... la liste de médicaments n'était pas été vérifiée, fait que là, ils prennent 2 fois des types de médicaments qui sont pas synergiques. Donc, c'est un petit peu le cercle de la vie du paramédic communautaire. On a fait une évaluation l'année passée sur 3000 évaluations. Ça, c'est les résultats qu'on a eus de notre recherche. C'est 15% des personnes orientées, ils ont plus de soins orientés à la domicile. Puis 80% de ces patients-là, ils ont eu des nouveaux supports qui peuvent rester à domicile avec la visite d'un paramédic communautaire. Puis les baisses de 911, de services d'urgence, de réadmission à l'hôpital. Donc, l'impact est là. Il y a plusieurs papiers de recherche qui ont été démontrés en travers le monde. C'est pas nouveau, c'est depuis 2001 au Canada. Puis le système devient de plus en plus mature. Je vais juste vous appeler notre dernière petite innovation à Renfrew, on appelle ça RCV-TAC. Donc, on a une intégration intermultidisciplinaire. En ce moment, on est intégré avec des GMF, on a les médecins, les différents services, on peut interagir avec eux autres. Mais là, on a créé un système qu'on a une trentaine de médecins de famille qui ont fait des consultations virtuelles, qui ont en place encore là toute l'équipe multidisciplinaire accessible à leurs besoins. Mais quand le médecin n'est pas capable de faire une évaluation complète, ils peuvent juste appeler le paramédic communautaire qui nous on peut faire une visite à domicile, avoir une consultation de nouveau avec ces médecins-là. Regarde, j'ai fait une évaluation complète, ça c'est les résultats. Est-ce que vous voulez avoir une prise de sang? Est-ce que vous voulez avoir un test d'urine? Est-ce que, peu importe les besoins, on peut les combler de façon hebdomadaire en visite à domicile. On voit environ... les médecins voient environ 5000 personnes par semaine, puis la référence au paramédic communautaire, là, c'était de façon hebdomadaire. Sur ces 5000 visites-là virtuelles, il y a seulement 2% de ces clients-là qui veulent y aller à l'hôpital. Donc, c'est un succès génial. C'est tout pour moi. Merci. Merci. C'est bon, il respecte le temps, donc je serai en confiance, j'aurai un problème cardiaque, quelque chose, on n'est pas si mal, c'est bon. Nadia nous surveille aussi, de toute façon, là, fait que c'est bien. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions, moi j'en ai quelques-unes, mais je vais peut-être laisser, s'il y a des gens qui veulent réagir, là, soit aux commentaires, présentation d'un chacun, ou je ne sais pas où je vais d'emblée. Vous me laissez le contrôle. OK. On va te laisser nous diriger. Oui, bien, Alexandre, j'aimerais ça que tu reviennes sur la vision. Quelques éléments, là, je pense que c'est intéressant, là, les gens sont là, on écoute. Puis moi, j'agis aussi comme conseiller stratégique auprès du ministère de la Santé depuis 1 an et demi, là, depuis la fin de mon mandat, entre autres sur le service hospitalier d'urgence pour différents éléments. Donc, je suis toujours curieux d'apprendre ça. Mais donc, Alexandre? Oui, bien, je pense qu'on va avoir beaucoup de changements dans les prochaines années, puis des changements vraiment intéressants. C'était vraiment... j'ai appris, là. J'apprends tous les jours actuellement, puis... j'ai appris encore aujourd'hui, puis c'est super bien de voir ça. Puis ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il faut vraiment... Tu sais, c'est des défis de communication. Je parlais avec Mathieu tantôt, puis je disais, tu sais, mettons, toi, tu arrives chez quelqu'un, puis tu te dis, c'est un travailleur social qui a besoin. Tu sais, es-tu capable d'en obtenir un, puis dans quel délai à peu près? Oui, 48 heures.
Thanks God. C'est ça qu'on a besoin au Québec, là. C'est des choses comme ça qu'on a besoin. De ne pas toujours diriger vers la même place. L'urgence, médecin de famille. On a déjà assez de travail comme ça avec nos spécialisations. Il faut laisser les autres faire ce qu'ils sont capables de faire puis d'être là pour les supporter s'ils en ont besoin. Fait que la vision globale, tu sais, dans le fond, c'est ça, Yvan. C'est de réussir à faire tout travailler ce beau monde-là ensemble. Puis ça a l'air simple. Puis tu sais, c'est pas une blague, là. Je suis un médecin d'urgence, là. Fait que quand j'entends que des lois bloquent des affaires, puis qu'il y a des ordres à convaincre, tout ça, je suis d'accord, là, parce qu'en société, ça ne marche pas s'il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais en même temps, il faut avancer. Il faut avancer, puis il faut être... Puis j'espère que je vais être capable de faire ce rôle-là. Puis l'ordre, puis je travaille avec Yvan là-dessus, là, l'ordre va jouer un grand rôle là-dessus. Fait que dans la vision, en plus de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, que les paramédics à leur ordre à eux, ça va faire un énorme changement. Et puis après ça, bien, on a effleuré les paramédics de soins avancés, mais moi je crois beaucoup à une formation universitaire en préhospitalier. Créer les penseurs de demain, les chercheurs de demain, les professeurs, que c'est bien beau que des docteurs comme moi s'intéressent au préhospitalier, mais il faut qu'il y ait des paramédics encore plus impliqués dans les décisions puis dans l'avenir. Fait que ça va être excitant, je pense, ce qui s'en vient. Puis j'espère que ça vous donne un peu espoir. Merci. Ça répond à ta question? Oui, c'est bon. Ça répond à la question de tout le monde, mais il y a de l'avenir là-dedans. Si vous permettez, peut-être 3-4 minutes, là, on complète. 3 questions. Quelques apprentissages, Jérémy, mettons justement par une introduction justement de ce projet-là, que tu retirais, là, si tu voudrais partager des apprentissages ou des gains, peu importe. Les apprentissages, c'est que l'interdisciplinarité, là, qui est le sujet qui revient beaucoup, est totalement gagnant pour nos patients. Je l'ai effleuré le sujet, là, mais on travaille en collaboration au quotidien avec les infirmières de l'unité de soutien clinique au centre de communication santé. On va aussi vers l'infirmière du SAD. Tout ça, là, dans un but et unique but de bien servir le patient puis de le référer au bon endroit plutôt que de le faire atterrir à l'urgence systématiquement. Donc, puis l'apprentissage concret que je souhaite léguer au plus grand nombre de personnes, c'est que le paramédic, c'est beaucoup plus qu'une boîte jaune ou qu'un simple transport. C'est des gens dévoués, motivés, qui ont une formation assez complète là, quand on la compare à ce qui se fait dans le domaine préhospitalier à travers le monde. Et c'est des gens qui peuvent contribuer pleinement. Excellent, merci. Sylvain, apprentissage en relation, mettons, on a parlé de partenaires et autres, mais particulièrement l'établissement et autres, là. Comment tu vois ça, là, parce que chacun a ses projets avec les établissements, mais tu faisais référence à Montérégie Centre, là, pour lequel j'ai eu la chance d'œuvrer dans 2 de ces établissements-là, entre autres. Là, mais... Oui, bien en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, là, c'est que les paramédics, là, ils ont un grand coffre à outils. Ils travaillent sur le terrain, ils peuvent faire plein de choses. Il y a un collègue qui comparait l'autre jour un peu à un couteau suisse. Hein, on est habitué à faire face à toutes sortes de situations, puis je pense que il faut qu'ils puissent contribuer à leur juste valeur sur plein d'aspects. On a parlé là, des paramédics de soins avancés, de formation très avancée, mais à contrario aussi, ils peuvent aussi participer en prévention. On a des secteurs beaucoup moins occupés où ils pourraient inspecter les DA, par exemple. C'est un accès là, évident. Donc, il faut que ça soit inspecté, il faut que ça soit recensé. Il y a de la formation également, les premiers répondants, du support clinique. Donc, moi, là, je vois l'avenir en ébullition d'un corps de métier qu'on découvre. Donc, il y a encore beaucoup d'éléments qui peuvent être approfondis. Puis ça, il faut le faire en collaboration avec les collègues alentour de nous, qui gravitent alentour de nous, puis qui ont des éléments qui nous suggèrent pour qu'on puisse justement nous-mêmes amener là, notre agilité et être capable de se dire, bien, peut-être qu'on peut répondre à certains besoins. Ouais, merci Sylvain. Mathieu, en 1 minute, beaucoup d'apprentissage qui a été réalisé à travers l'Ontario, à l'intérieur de l'ensemble des projets qu'on voyait tantôt. Là. Mais si tu avais des éléments à indiquer pour en assurer le déploiement, okay? Il y a toujours le défi du déploiement et autres. Là. Comment vous avez vécu ça en 1 minute? Quelques éléments. Je crois que l'élément le plus difficile, c'est le niveau des relations. Tu peux avoir la loi qui dit « OK, c'est un green light ».
mais il faut bâtir les relations avec les médecins de famille, avec toute l'équipe qui entoure dans ta communauté. Ça va faire au-dessus de 15 ans qu'on fait ça à Renfrew, la médecine communautaire. Puis c'est un travail hebdomadaire de s'assurer qu'on a une bonne relation, qu'on est capable d'évoluer à nos pratiques, de continuer à progresser. Parce que si tu n'es pas présent, si tu ne continues pas à faire ces liens-là, la progression va s'arrêter assez rapidement. Merci. Donc, là, avec la lumière, je connais plusieurs personnes, mais avec la lumière, c'est un peu difficile. Donc, juste vous présenter de quel établissement vous êtes, puis savoir à qui s'adresse. Vous avez une question, commentaire ou partage d'une tranche de vie, tout simplement. Là. Nancy Girard, je suis directrice générale du GMF Grand Gaspé. Alors, ma question était, bravo, c'est très intéressant, très motivant d'entendre tout ce développement. Ma question était, au niveau du déploiement, comment est choisi les régions où le déploiement de ces projets-là va se faire et c'est financé de quelle façon? Est-ce que c'est du ministère? Est-ce que c'est du CIS? Est-ce que les GMF, parce que souvent, on parle de la première ligne, depuis 2 jours, j'entends parler de plein de beaux projets, mais souvent, nous, en tant que GMF, on est mis devant le fait. On n'est pas vraiment consulté, on n'est pas vraiment autour des tables. On nous dit, là, voilà, on va faire ça via nos CIS ou peu importe. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Oui. Je vais l'accompagner. J'ai eu différents rôles, je ne vais pas l'accompagner, mais vas-y. Non, mais tout à fait. Mais en fait, de la régulation, c'est en train de se développer là, énormément à travers le projet des GAP que vous connaissez. Donc, c'est par là que ça passe actuellement pour le développement. Puis, c'est parti, là. C'est parti. Puis, les derniers mois, ça avance. Puis vous allez voir, là, ça bouge énormément. Donc, ça, c'est partout. C'est partout actuellement. Les équipes sont en travail, sont en implantation. Vous allez entendre parler de ça. Pour ce qui est de la communautaire, par rapport à votre question de qui peut, etc., les professionnels, parce que la direction médicale nationale, là, c'est plus ce que c'était, là. C'est gros, là. Moi, j'ai 5 médecins conseils dans mon exécutif, j'ai 16 médecins directeurs médicaux régionaux, trentaine de professionnels. Fait que ces gens-là, actuellement, travaillent pour faire un appel à projet. Donc, toutes les régions au Québec vont pouvoir présenter des projets. Puis nous, notre travail, mon travail à moi, ça va être de faire passer ces projets-là au niveau de la loi, la 434 avec le ministre, puis au niveau des ordres. Donc, on va attendre, bientôt, là, ça va arriver, cet appel-là à projet, fait que tout le monde va pouvoir. Puis de ces résultats de projet-là, ben là, on va voir qu'est-ce qu'on étend partout. Puis après ça, par rapport au mariage avec la première ligne, appelons ça comme ça, moi, je suis très content de savoir que la présentation d'aujourd'hui était dans le congrès que je connais bien de la première ligne. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, parce que c'est un début d'un mariage. La presbytalier, là, historiquement au Québec, en fait, le presbytalier au Québec, là, c'est assez récent. Hein? C'est quelque chose qui n'est pas très, très vieux. Ce n'est pas un métier au Québec qui a énormément. Puis, ils étaient beaucoup dans leur monde. C'était pas de leur faute, c'était pas de notre faute, c'était pas la faute à personne. Mais c'était comme ça. Là, on veut vraiment, puis on travaille pour rapprocher ça des CIS, des CIUS, de la première ligne. C'est de là la présence aujourd'hui. Puis ça va être important de se parler, c'est sûr. Comment ça va se faire exactement, je ne sais pas. Moi, je suis bien parlable. Bien, en complément, je pourrais rajouter 2-3 choses. D'abord, on parlait des GAP. Il y a une tournée des GAP actuellement, donc ça rejoint plusieurs partenaires. Donc, il faut participer à ça, il faut les entendre. Si vous n'êtes pas au courant, bien là, posez des questions auprès de votre établissement, mais il y a une tournée des GAP. L'autre élément, c'est qu'il y a une gestion, une réflexion assez active sur tout l'ensemble des services de première ligne là, qui s'effectue. Donc, ça aussi, il faut être présent, mais il y a l'élément aussi relié à, je dirais, la création de l'Ordre des paramédics. Okay? On va lancer une consultation bientôt, je vous invite tous et chacun, de toute façon, à envoyer un peu justement vos réflexions par rapport à ça. Parce qu'il y a comme un moment en ce moment d'y contribuer, d'y participer, de soulever des enjeux de préoccupation, puis surtout des alternatives et autres. Mais il y a un enjeu de rejoindre l'ensemble des partenaires et des gens impliqués. Madame.
Oui, bonjour à tous. Merci pour votre présentation. Je suis Marjorie Gingras, physiothérapeute en pratique avancée. Je ne savais pas que j'allais être si liée à la présentation. Je suis une employée du 6 Montérégie-Centre. Premier point. Bienvenue. Deuxième point, j'habite McMasterville. Les ambulances de MERS sont dans mon décor éternel depuis ma naissance. Troisième point, je suis physio en pratique avancée. Super contente qu'il y ait des paramédics en soins avancés. Je pense que pour les physios, les paramédics, les ergos, on a des coffres à outils gigantesques, sous-utilisés. Fait que je suis contente de voir la mouvance dans le système actuel. Grande surprise dans la clinique mobile de voir que 26% des consultations étaient musculo-squelettiques. Fait que là, j'ai levé un sourcil. C'est bon. Puis, je travaille dans un GMF, dans une équipe de première ligne. Puis là, je me questionnais sur, évidemment, mettre un physio dans la clinique mobile, ça serait super le fun de se promener, mais 1 sur 4, ça ne vaut pas l'investissement de l'humain. L'IPS et le paramédic, quelle est la source de formation musculo-squelettique? Parce que moi, dans mon équipe de première ligne, les médecins, les IPS viennent vers moi pour avoir cette expertise-là. Fait que vous êtes formé par qui? Est-ce que ça serait le fun d'avoir une ressource backup physio, vidéo consultation, trucs comme ça pour des cas un petit peu plus complexes là, qui sortent de l'ordinaire? En fait, je vous dirais, d'une part, en lien avec la formation musculo-squelettique, c'est la formation de paramédic de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que le paramédic qui œuvre dans la clinique médicale, il œuvre dans son champ de pratique. Donc, il fait l'évaluation des usagers en co-évaluation, en collaboration avec l'infirmier IPS ou l'infirmière IPS. Donc, je dirais que dans son rôle, en termes de formation, au niveau musculo-squelettique notamment, ça se limite pas mal en lien avec ce qui est son cadre de pratique, là, je dirais, habituel. Maintenant, vous l'avez bien ciblé. Maintenant, c'est comment on peut faire les liens, justement, comment on peut mieux répondre à ces usagers-là, justement en étant capable de pouvoir identifier à l'intérieur de la clinique qui est le meilleur professionnel pour être en mesure de répondre à son besoin. Puis c'est un peu le rôle, donc, dans le contexte où, dans le cas musculo-squelettique notamment, c'est d'éviter que cet usager-là se rende aux urgences, par exemple. Vous êtes capable de l'orienter au bon endroit. En complément, je sais pas si j'ai bien répondu, mais en complément, moi, je pense que c'est important je vais poser la question, mais je vais y répondre en même temps, savoir qu'une question sous-jacente, c'est savoir, d'abord, c'est un projet pilote qui avance, qui évolue. exact. Donc, en fonction de la lecture du type de client, dans le fond, de patient qui se présente là, il doit y avoir une lecture qui est justement dans ce sens-là, savoir comment on s'assure que l'utilisation des professionnels en interdisciplinarité, puis à quelle place, comment sont référés pour donner le meilleur service, finalement, aux patients en fonction de ses besoins. Tout à fait. Oui, puis en fait, vous avez l'équipe du 6 Montérégie-Centre ici, là, qui, je les vois sursauter sur leur chaise, donc ils vont pouvoir certainement mieux répondre aux autres besoins pour ce qui est de l'encadrement plus clinique. OK. Là, il reste à peu près 7 minutes, 3 personnes. Est-ce que... Merci. En fait, juste dire Oui, un gros allez-y. merci et dire que moi, j'ai bien de la motivation. Vous voyez mon niveau d'énergie. Fait que je pense qu'il y a des partenariats vraiment intéressants qu'on pourrait faire parce que c'est important, la qualité du diagnostic en physiothérapie qui est musculo-squelettique, puis aussi le patient sache quoi surveiller. Ça va éviter qu'il rappelle la clinique mobile, ça va éviter qu'il se pointe à l'urgence, mais bravo pour ce que vous faites. Donc, c'est important, si on veut faire changer les choses, il faut s'impliquer. Il y a des exemples ici, il y a des questions, des commentaires qui sont tout à fait justes. Oui? Question rapide, Dr. Marcel Guilbeault, chef de DRMG en Outaouais. On est en train de parler de paramédecine, de régulation et tout ça, de paramédic, de régulation. Puis on se posait la question, il doit y avoir de la place dans les GMF pour voir les patients, les quelques patients qu'on va avoir à vous orienter, parce que dans les trajectoires, évidemment, ça prend, il y a des patients inscrits, il va y avoir besoin même si on est en interdisciplinarité, on a besoin quand même de certains rendez-vous médicaux. Comment vous avez fait en Montérégie? Est-ce que vous utilisez RVSQ? Est-ce que vous utilisez les numéros privés des GMF? C'est quoi votre moyen de communication? Puis c'est quoi votre façon? Est-ce que ça fonctionne d'abord d'avoir des plages réservées pour ça, pour les cliniques? Parce qu'on réserve beaucoup de plages dans les GMF pour toutes sortes de choses, incluant en tout cas tout ce que vous savez. Fait que merci. Juste Donc, les gens de la Montérégie-Centre sont là, ils vont pouvoir répondre. Véronique et compagnie. Pardon, Véronique. Donc, mais je vais laisser quand même au panel. C'est une excellente question. En fait, il y a des détails que je ne connais pas là, en toute transparence là, pour l'arrimage avec le GMF pour les plages, mais il y a des plages de réservées pour notre service. Là. C'est 1 ou 2 plages, Véronique. Là. C'est 2 plages. C'est Réor, exactement. Vous connaissez Réor? Oui. Donc, c'est Réor qu'on utilise pour référer nos patients. Mais moi, je vous invite aussi à poursuivre la discussion, entre autres, docteur, là, je ne vois pas, mais où vous êtes rendu, mais peu importe là-dessus, mais effectivement, il y a des éléments, mais je pense surtout qu'on est en apprentissage puis en amélioration, puis je suis convaincu aussi que la réponse en termes soit de réservation de plage et autres va être assez différente d'une région à l'autre en fonction des besoins, bien sûr, puis de la disponibilité des services. C'est vrai, Yvan, mais c'est un enjeu. C'est bon?
c'est un enjeu aussi, la disponibilité des plages. Donc, c'est un enjeu quand on fait de la paramédecine de régulation, d'avoir justement avec les différents partenaires la disponibilité de plage. Je dirais que ça dans notre rôle, ça a l'accès été adapté, OK, j'entendais pas. Donc, effectivement, ça passe par l'accès adapté. Ouais. Donc, c'est un élément qui se rajoute important là-dessus. Donc, merci de l'aide. Oui. Bonjour, Nathalie Farley, je suis au DRMG, mais je suis aussi ergothérapeute. J'avais une question pour M. Grenier. Comment, en paramédecine communautaire, faire les liens avec justement tout l'ensemble de la panoplie des intervenants, puis comment éviter d'aller dans la transdisciplinarité? Parce que j'entends beaucoup d'interdisciplinarité, mais moi, je vois beaucoup de transdisciplinarité. Donc, c'était un peu ça ma question. Parfait, merci. Je pense que les personnes en GMS, en Ontario, on appelle ça des Family Health Teams. On intègre les paramédics directement dans le GMS. Donc, accès aux médecins, accès aux suites de services. Puis une des questions qu'il m'a posée, est-ce qu'il y a beaucoup de références, puis après ça, tu crées trop de pression sur l'équipe? Puis en fait, c'est le paramédic communautaire créer l'efficacité d'un système parce qu'il n'y a pas besoin de la visite nécessairement sur place pour les soins que les paramédics sont capables d'établir. Fait que ça, c'est un volet de ta question. Puis l'autre question, c'est, puis je vais revenir là-dessus, c'est connaître c'est quoi les services, connaître les partenaires dans la communauté, tisser des relations. L'exemple parfait que j'ai, c'est on a tissé des relations avec les personnes, les infirmières palliatives dans notre communauté. On n'est pas des spécialistes en soins palliatifs. On intervient quand il y a des crises, parce que souvent, ils vont appeler le 911. Comment pouvoir gérer cette crise-là? Après ça, travailler avec ton partenaire pour s'assurer qu'il est bien encadré, qu'ils ont ses médicaments à la portée de la main, puis ils sont éduqués à voir c'est quoi ça va être la suite des choses. Fait que c'est un peu du partenariat pour beaucoup de relations avec tes partenaires communautaires. Ce que j'entends beaucoup aussi de Mathieu, là, depuis que je le connais, c'est qu'ils deviennent des experts pour savoir qui appeler, vers qui se retourner. Parce qu'en effet, il y a toujours un danger de créer des choses. Toutes ces affaires-là, il ne faut pas créer des nouvelles consultes qui ne seraient pas arrivées. S'ils sont pertinentes, oui. Donc, il ne faut pas oublier le niveau de pertinence. Puis, c'est super intéressant de discuter avec lui parce que moi, je sens ça. Je sens que les paramédics là-bas sont hyper bien entourés, hyper bien intégrés. Puis, donc, bien capables de diriger le patient à bonne place. Je me trompe-tu? Non, exactement. C'est bon. Dernière question, parce que je vais conclure. Oui. Oui, bonjour Samuel, paramédic de soins avancés à la CETAM. Ma question s'oriente plus vers M. Grenier. En lien avec la paramédecine communautaire, je sais qu'en Ontario, la paramédecine de soins avancés est bien implantée. C'est une formation qui est pratiquement standard pour tous les paramédics. Est-ce que pour la paramédecine communautaire, il y a un parcours spécifique? Ce que j'ai compris, l'Ontario, il y a soins primaires, soins avancés, soins critiques. Il n'y a pas de cours spécifique pour l'intervention communautaire, mais c'est une approche qui pourrait être dangereuse pour le patient. Laisser un patient à la maison est plus dangereux que l'amener à l'hôpital. Donc, est-ce qu'il y a un parcours interne dans le comté même, vous formez par vous-même, ou il y a des parcours universitaires, collégiales, comment ça fonctionne? Pour la plupart il y a plusieurs cours de paramédic communautaire. Le curriculum n'est pas encore établi provincial, au niveau de la province. Mais encore là, c'est avec des partenariats avec les soins gériatriques de la province qui ont bâti des curriculums, qui ont bâti des cours qu'on peut vraiment apprendre. Soins avancés, tu as des connaissances d'un certain niveau, mais qu'est-ce qui arrive au niveau de la gériatrie si tu rentres dans une spécialité qu'on n'est pas vraiment à l'aise avec au départ? Puis on encadre aussi nos nouveaux paramédics communautaires avec ceux qui font ça depuis 10 ans. Ils disent, regarde, on va te mettre avec cette personne-là, tu vas pouvoir faire des visites à domicile, tu vas pouvoir interagir avec nos partenaires, puis vraiment apprendre les liens, puis le système de navigation qu'il y a dans la communauté. Parce que chaque communauté est différente, chaque communauté a différents partenaires. Donc, tu as une base de curriculum en termes de compétences, mais après ça, dans ta communauté, c'est nouveau. Il faut t'apprendre à vraiment interagir avec tes partenaires adéquatement. Merci. Merci.
Donc, en conclusion, quelques éléments peut-être à retenir, bien sûr, là, c'est comment on bâtit les relations, hein, comment on bâtit notre capacité de contribuer, de recevoir, évidemment, pour que cette collaboration-là, qu'elle soit interdisciplinaire, transdisciplinaire, puis les différentes façons de fonctionner. C'est comment on s'assure de se décloisonner des fois dans nos pratiques pour aller plus loin, au bénéfice, bien sûr, là, des soins puis de qualité auprès de la population, des éléments importants. Donc, avoir de la vision, donc être innovant, de collaborer, de saisir les opportunités. Je pense que c'est bien important parce qu'on est quand même au service là, de nos gens qui en ont si besoin, qui sont vulnérables et autres. Là. Et d'innover, je pense que c'est tellement intéressant et c'est stimulant et motivant. Donc, merci à tous pour là, les sonnettes arrivent. Merci. Un grand plaisir. Merci aux panélistes. Donc, Alex, OK. Sylvain. Jérémy, Sylvain et Mathieu, merci beaucoup. Good job.